Bonjour, c'est Steven Bécalé. Aujourd'hui, on va parler du comité de sécurité et de santé au travail. Qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup parler de CSST. Ce qu'il faut savoir, c'est que le comité de sécurité et de santé au travail, c'est une instance représentative du personnel qui s'occupe de tout ce qui est question de santé, sécurité au travail dans l'entreprise et d'amélioration des conditions de travail. Ce groupe est composé du chef d'entreprise ou son représentant, c'est-à-dire qu'il peut se faire représenter. C'est également composé des élus représentant le personnel, donc c'est-à-dire qu'il va avoir un vote pour envoyer certains élus s'asseoir sur la même table du chef d'entreprise ou son représentant. Et ces deux entités vont être conseillées par, d'une part, le médecin du travail ou l'infirmière d'entreprise, et d'autre part, par le responsable du service de sécurité, qui est également le QHSE. Pour des bonnes réunions, pouvez-vous faire encadré par plusieurs autres personnes qui peuvent assister à ces réunions comme invités, des chefs de service, des adjoints, des acteurs de la prévention des risques professionnels en externe. Par exemple, nous, Bex Consulting Gabon, nous assistons aux réunions comme invités. Vous verrez tout le long de cette conférence qu'il existe des membres de droit et des invités. C'est-à-dire, il y a des membres de droit, ils ont tous le droit de participer. Et parmi ces membres de droit, il y a d'autres qui auront un pouvoir décisionnel et il y a d'autres qui auront des pouvoirs consultatifs. Le chef d'entreprise qui a un pouvoir décisionnel, les élus représentants, c'est-à-dire les salariés qui ont un pouvoir décisionnel. Ce sont ces deux-là qui sont sur la même table avec des pouvoirs décisionnels. Le QHSE, il a un pouvoir consultatif, ou le responsable sécurité consultatif, mais il est membre de droit également. Et on a le médecin du travail qui a un pouvoir consultatif, qui est également membre de droit. Les acteurs externes de la prévention, l'inspecteur du travail, la direction de la prévention des risques professionnels, la CNSS, et également, donc les agents de la CNSS, ils sont également membres de droit, avec un pouvoir consultatif, et la direction générale de la santé sécurité au travail, membre de droit avec un pouvoir consultatif. Okay? C'est-à-dire qu'ils ont le droit de participer. Ils doivent recevoir des invitations. Je vais vous expliquer dans les détails pourquoi le CSST pour moi est la clé de tout. J'aime bien commencer par un petit exemple. Récemment, je viens d'avoir un entretien avec un chef d'entreprise qui souhaite faire former des agents dans son entreprise en lutte incendie et évacuation. Parce que, d'après lui, il y a eu un feu et les agents, malgré leur formation, ils ont quasiment fui. Ils trouvent qu'ils n'ont pas... c'est important, je peux comprendre qu'ils peuvent avoir peur, que les agents peuvent avoir peur, mais ils trouvent qu'ils ne sont pas impliqués. Ils trouvent normalement, notamment dans les formations, ils ne sont pas volontaires. Ils trouvent que c'est lui qui doit tout faire. Voilà, donc ça c'est un peu les problèmes que nous rencontrons lors de nos consultations en vue d'installer les CSST. D'entrée de jeu, sans connaître cette entreprise, je sais obligatoirement qu'il y a un déficit de CSST. Un déficit de CSST. Parce que la question de la santé et sécurité au travail, elle est comportementale. Elle est comportementale. Donner des formations ne suffit pas. Il y a plusieurs types de prévention. Il y a la prévention d'ordre organisationnel tout en haut avec le chef d'entreprise et il y a de la prévention avec le salarié d'ordre humain. Il faut que lui-même il fasse de la prévention, qu'il adhère à la prévention. La prévention d'ordre organisationnel dans la société qui passe par le chef d'entreprise et qui descend jusqu'au QHSE, elle est bonne, et jusqu'au salarié, elle est très bonne. Mais si le salarié lui-même ne s'implique pas, ne fait pas de la prévention lui-même, vous allez avoir des agents formés, des agents notamment constamment sensibilisés, mais toujours beaucoup d'accidents. Deuxième exemple. Un chef d'entreprise à Port-Gentil me dit « Monsieur Bécalé, écoutez, moi j'y crois pas trop au CSST. » Pourquoi? Parce que on n'a pas un CSST, mais on a des petites réunions avec les délégués du personnel. Les délégués du personnel, à un moment donné, lors de ces réunions, exigeaient de refaire le parc automobile parce que c'était, d'après eux, la vestuté des véhicules qui augmentait le taux d'accident. Et donc, dans ces réunions, le chef d'entreprise décide par écouter les salariés, donc les délégués du personnel. Il achète le parc automobile, il refait le parc automobile, il rachète de nouveaux véhicules. Paradoxalement, 6 mois après l'achat de ces véhicules, le taux d'accident a augmenté de 40% et la moitié de ces véhicules, voire plus, est quasiment HS. Il y a plus d'accidents même qu'avec les anciens véhicules. Est-ce que les salariés se sont laissés aller à cause des nouveaux véhicules? Est-ce que
finalement, le salarié gabonais, il est incompréhensible, comme on dit, il est incontrôlable. Est-ce que c'est la faute des salariés? Est-ce que c'est la faute du chef d'entreprise, malgré les formations? Attention, malgré les formations conduite préventive, parce que tous les agents ont été formés en conduite défensive, tous les agents ont été formés en sauveteur secouriste du travail, tous les agents ont été formés en lutte incendie, tous les agents possédant, conduisant ces véhicules. Donc ils ont été formés, ils sont régulièrement sensibilisés, mais malgré ça, le taux d'accident a augmenté de 40%. Et je lui ai dit, si vous n'avez pas réglé le problème pour lequel il y avait des accidents avant, ben même si vous achetez des nouveaux véhicules, il y aura toujours des accidents. La question de la santé, sécurité au travail est comportementale. Voilà pourquoi il faut le CSST dans l'entreprise. Le CSST, donc, c'est-à-dire impliquer les salariés dans les décisions concernant la santé, sécurité au travail, c'est-à-dire les emmener sur la même table que l'employeur, et ce sont ce groupe-là qui prend les décisions, ben ça va changer tout, parce que les salariés seront impliqués dans la démarche. On ne sera plus dans une dictature de la sécurité, mais quelque chose de participatif. Les salariés vont participer et ce sont les salariés qui parlent bien aux autres salariés. Bon, vous allez me dire le QHSE c'est un salarié. Non, le QHSE est assez proche de la direction. Et le plus souvent, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Ben, toutes les petites informations qui viennent des salariés, ben, quand ça monte par le QHSE étant proche de la direction, le bras séculier du chef d'entreprise, ben, quand il fait remonter les informations, le chef d'entreprise dit oui, ça on va faire après, oui, ça on va faire. Parce qu'il n'a aucune obligation. Il se dit oui, ça, les QHSE, c'est toujours des grosses dépenses. Et ces petites revendications finissent par se transformer en grandes revendications. Ce n'est même pas des revendications, des réclamations pour des petites améliorations de conditions de travail, etc. Ben, ça finit par aller chez les élus représentants le personnel, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux. Et là, ça devient un mouvement beaucoup plus important qui va augmenter la mauvaise humeur dans l'entreprise, qui va augmenter qui va donner un mauvais climat social dans l'entreprise parce que vous n'avez pas un mécanisme capable d'écouter les salariés. Et ce mécanisme n'est d'autre que le CSST. Dans l'entreprise, nous avons le DG. Et ensuite, nous avons les salariés. Le chef d'entreprise, ben en fait, il a besoin des salariés pour atteindre certains objectifs, peut-être financiers, pourquoi pas. Okay, plus souvent, les DG, ils créent des entreprises pour faire du business, pour gagner de l'argent. Et en contrepartie, les salariés, ceux-là, ben en fait, ils reçoivent une rémunération. Très bien, voici le deal dans l'entreprise. Le DG a besoin des salariés pour atteindre certains objectifs, notamment financiers, et en contrepartie, les salariés, ben en fait, ils reçoivent une rémunération. Il faut bien, en fait, que cette relation soit encadrée. C'est le code du travail, bien entendu, qui va s'occuper de donner les règles entre le chef d'entreprise et les salariés. Toutes les règles de l'entreprise sont décrites dans le code du travail. Il va commencer par l'obligation de l'employeur. Ok? Obligation. Il a des obligations, notamment de protéger les salariés, parce que ces derniers vont passer énormément de temps dans son entreprise, plus même que dans leur propre maison. Et donc, dans l'entreprise, il y a énormément de risques. Il y a des escaliers, il y a de la soudure par exemple, il y a des échelles, tout dépend des travaux, tout dépend du secteur d'activité, des risques d'explosion, des risques électriques, des risques de chute de plein pied, des risques biologiques, énormément de risques dans l'entreprise. Énormément de risques. Et donc le chef d'entreprise a une obligation de protéger les salariés contre ces risques d'accident. On ne vient pas au travail pour avoir un œil percé, une main coupée, pas du tout. Le chef d'entreprise, ces gars, les salariés, ils viennent pour avoir une rémunération pour nourrir leur famille. Donc, ils doivent travailler dans un environnement sain. C'est l'article 236. C'est l'article 236, notamment le premier paragraphe. L'employeur, qui est ici le DG, il est responsable de l'application. Donc, il est responsable, ça c'est très important, je souligne ça. De quoi? De l'application des mesures de prévention. Ça c'est une obligation de résultat qui est donnée à l'employeur. Il est responsable de l'application des mesures de prévention.
Il doit appliquer des mesures de prévention, prévenir. C'est-à-dire, le jour où il y a un accident, il a raté sa prévention. C'est une obligation de résultat. Ce n'est pas une obligation de moyens. Attention. Ça veut dire qu'il n'a pas une obligation de montrer simplement qu'il a acheté les casques, mis en place des EPI, mis en des bonnes conditions, etc. Non, il a une obligation de résultat. Non seulement il achète ça, tous les EPI, mais il s'assure que personne, aucun de ses salariés ne subisse un préjudice, que tous les salariés soient protégés. Il a cette obligation de protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés. Cet article va encore plus loin. Donc, premier paragraphe 1, obligation de résultat. Envers qui? Ses salariés. Pour les questions de santé et sécurité au travail. Attention, c'est au travail qu'il a cette obligation de résultat. À la maison, vous faites comme vous voulez. Donc, il a une obligation de résultat. Deuxième paragraphe nous dit ceci. Parce que là, c'est une obligation de résultat, mais les employeurs au Gabon, ils sont partis un peu dans tous les sens. Ils sont partis, ils ont fait une dictature de la sécurité. Ben, écoutez, si vous tombez, c'est moi qui suis responsable. Donc, vous suivez ce que je vous dis. C'est très bien. Le même article, l'article 236, vous explique comment atteindre ce résultat. Vous ne faites pas la prévention comme vous voulez. Vous faites la prévention dans un cadre tracé par la politique nationale de santé au travail. Et le deuxième paragraphe nous dit ceci. En vue de fournir et de maintenir un milieu de travail sûr et salubre, c'est-à-dire là sans accident et là sans maladie professionnelle, sûr et salubre, sans possibilité d'avoir un accident et sans la possibilité pour les salariés d'avoir une maladie professionnelle. Ils doivent être en sécurité. On continue. Et dans le cadre tracé par la politique nationale, je mets ça en majuscule, de santé au travail. Ok, donc c'est important. Et dans le cadre tracé par la politique nationale de santé au travail, c'est-à-dire, vous ne faites pas la sécurité parce que vous avez un groupe. Moi, j'ai toujours vu des entreprises qui disent, oui, on a un groupe, on fait ça, on applique ça dans tout. Donc, non, non, non. Vous respectez la politique nationale de santé au travail. Vous respectez la politique de votre groupe, mais en respectant, surtout quand vous êtes au Gabon, la politique nationale de santé au travail. Et que nous dit cette politique nationale de santé au travail? L'employeur devra, et là, ils mettent 2 points. En concertation, ça c'est très important. En concertation. Ça, cherchez ce mot-là. En concertation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise. Donc, l'employeur doit, en concertation, c'est très important, c'est pas la dictature, il ne fait pas comme il veut. Il concerte les représentants des salariés, donc il concerte les salariés. Vu que tous les salariés ne peuvent pas s'asseoir sur la même table, il choisit certains pour aller discuter avec l'employeur. Donc en concertation avec les représentants des travailleurs de l'entreprise, il devra, ok, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement. Tout ça, il doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement un programme de prévention des risques présents sur les lieux du travail. Voici l'article qui fait tant mal aux employeurs et qui va vous causer du tort. Quand vous avez un accident de travail, ou un problème, peut-être un incendie, etc. L'employeur, s'il y a un salarié qui est blessé, les inspecteurs du travail, ils sont là, en fait, pour les intérêts des salariés, mais également, ils conseillent l'employeur, ils ont tout intérêt à ce que les salariés soient dans les bonnes conditions et que l'employeur s'en sorte. Donc, ils conseillent l'employeur.
Quand vous avez un accident du travail, l'inspecteur du travail doit avoir votre dossier. Il se dit, ah, la société AXD Consulting a son programme de prévention des risques sur les lieux du travail. Je l'ai là. Il doit avoir ça. L'agent de la CNSS, c'est-à-dire la direction de la prévention des risques professionnels, je vous donne même la direction qui s'occupe de ça, la direction de la prévention des risques professionnels, la direction générale de la santé et sécurité au travail et l'inspecteur du travail de ressort. Si vous êtes en province, vous avez votre inspecteur du travail à vous. Ces trois entités doivent avoir votre programme de prévention des risques présents sur les lieux du travail. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le CSST, c'est écrit dans l'arrêté 006/MTEPS relatif aux missions et au fonctionnement des comités de sécurité de santé au travail. Dans cet arrêté, il est dit que chaque début d'année, le CSST établit son PAPRIP avec l'employeur, le programme annuel de prévention des risques professionnels. Et vous envoyez ça aux destinataires légaux externes à l'entreprise qui sont la DGSST, la CNSS et l'inspecteur du travail du ressort. Donc, quand vous ne l'avez pas, ils savent déjà que malgré tous vos documents, vos procédures, etc., vous n'êtes pas en règle parce que vous ne respectez pas la politique nationale de santé au travail. On ne fait pas la prévention comme on veut. Il faut respecter la politique nationale de santé au travail. Et que nous dit cette politique nationale de santé au travail pour avoir un milieu de travail sûr et salubre? Ben en fait, vous devez travailler en concertation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise. Pourquoi? Pour définir un programme de prévention des risques présents sur le lieu du travail. Une fois il était défini, ben, il faut le mettre en application. C'est-à-dire, il faut passer de la théorie à la pratique, que ce ne soit pas un simple document figé, un livre. Il faut mettre en pratique tout ce qui a été dit dans ce livre. Et ensuite, il faut le réexaminer périodiquement. Et là, c'est vraiment le CSST qui va s'en occuper. Le programme annuel de prévention des risques professionnels. Mais maintenant, si vous n'avez pas les CSST, parce que le CSST, c'est à partir de 50 salariés en montant. Donc 50, 51 salariés, il vous faut un CSST. Maintenant, si vous avez une entreprise de moins de 50 salariés, ben, ce sont les élus, les délégués du personnel qui vont avoir la charge du comité de sécurité et de santé au travail, qui vont avoir les missions là. C'est-à-dire, vous allez, avec vos élus représentants du personnel, former un groupe de travail, vous prenez le QHSE si vous en avez. Si vous n'avez pas de médecin de travail, vous prenez une infirmière de travail, ou bien vous prenez un médecin externe, mais c'est bien d'avoir une infirmière de travail ou un médecin de travail. Et vous formez votre groupe de travail. Même sans le médecin du travail, ben en fait, l'employeur et les élus, vous allez former votre groupe de travail. Vous allez être conseillé par le médecin du travail et par le QHSE. La relation, c'est DG et salarié. OK? On a vu l'obligation du DG, obligation de résultat dans sa sécurité. OK? Et il doit respecter la politique nationale de santé au travail pour atteindre cette obligation de résultat. Il ne doit pas faire la prévention comme il veut. Il doit travailler en concertation avec les représentants de travailleurs de l'entreprise. Il doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement le programme de prévention des risques présents sur le lieu du travail. Et le code du travail, ben ensuite, il va donner aux salariés certaines obligations également. En un, il doit respecter le règlement intérieur. Et deux, il doit coopérer avec l'employeur en matière de santé, sécurité au travail. Alors le chef d'entreprise peut il donne un peu de son pouvoir au QHSE. Donc quand il établit des procédures, etc., il vous dit de respecter ça, ben en fait, le salarié doit les respecter. C'est des deux seules choses qu'on demande au salarié. Vous respectez les procédures et vous respectez le règlement intérieur. Si quelque chose arrive, l'employeur, ici, il est coupable. Mais si vous ne respectez pas le règlement intérieur, si vous enfreignez une règle de sécurité bien connue de tous et que vous commettez un accident, ben l'employeur, il peut bien entendu s'édédouaner, c'est-à-dire il va fournir peut-être un peu d'argent
pour effectuer des réparations, si c'est son véhicule qui est en cause, etc. Mais il peut se dédouaner. Et vous exposez votre responsabilité civile et votre responsabilité pénale. On peut vous poursuivre, vous pouvez aller en prison, vous pouvez payer si vous avez cassé quelque chose, etc. Parce que vous n'avez pas respecté le règlement intérieur ou une consigne de sécurité bien connue de tous dans l'entreprise. Donc il faut coopérer avec l'employeur. C'est juste ça qui est demandé aux salariés. Maintenant, l'employeur est bien conscient que ce n'est pas facile tout ça. Et il veut respecter la politique nationale de santé au travail. Donc, parmi ces salariés-là, il va créer une élection pour choisir certains qui vont venir l'accompagner pour former le CSST ici. À partir de 11 salariés dans une entreprise, ben en fait, il vous faut des délégués du personnel. Ok? Délégués du personnel, je vais les appeler DP. 11 salariés en montant, il vous faut déjà certains délégués du personnel. Ces délégués, ils sont dans la réclamation. On réclame un droit qui existe déjà. On travaille plus de 8 heures, on trouve que c'est trop. Là, ils peuvent réclamer. Ok? C'est un droit qui existe, c'est écrit dans le code du travail qu'on ne peut pas travailler plus de 8 heures. Et si vous travaillez plus de 8 heures, ben au-delà, ça devient des heures supplémentaires. Là, ils peuvent réclamer. Ils sont là pour assurer, bien entendu, le bien-être, les intérêts des salariés. Ils peuvent également réclamer tout ce qui est mauvaises conditions de travail, etc. Ils peuvent faire des réclamations. À partir de 50 salariés. 50 salariés dans l'entreprise, ben en fait, il vous faut des délégués syndicaux. Il vous faut des délégués syndicaux. Ceux-là, je vais les appeler DS. Ils sont dans la revendication. C'est l'intermédiaire entre le syndicat et l'employeur. Le délégué syndical, en fait, il est chargé de porter l'ensemble des revendications des salariés à l'employeur au nom du syndicat qu'il a désigné. Donc là, nous sommes dans les revendications. Ils revendiquent pour des nouveaux droits. Est-ce que vous comprenez? On réclame pour des droits qui existent déjà et on revendique pour des nouveaux droits. Ces gars, ils sont déterminés en fonction de l'effectif de l'entreprise. Maintenant, si vous avez une entreprise de 100 personnes, vous allez avoir, je mets ici, ok, 100 personnes. On met DG ici. Une entreprise de 100 personnes, vous allez avoir des délégués du personnel, parce qu'on a dépassé 11 salariés. Donc, DP, je préfère mettre DP. Ok, on va effacer la DP. Vous allez également avoir DP. Vous allez également avoir des DS, des délégués syndicaux. Les deux là, leur rôle, réclamer et revendiquer. Ils réclament, donc ils vont à chaque fois se rapprocher des salariés parce qu'ils sont protégés juridiquement contre le licenciement. Ils peuvent dire des choses à l'employeur, ils peuvent parfois même défier l'employeur, même si ce n'est pas forcément leur rôle, mais il y a parfois des échanges assez forts dans l'entreprise. Et ces gars, ce sont des leaders des salariés, des délégués du personnel, ils représentent les salariés. Donc ce sont des salariés qui ont des échanges tendus avec l'employeur. C'est ça en fait, ce sont les représentants. Et on a des DSF, des délégués syndicaux qui sont là pour des nouvelles revendications. Ok, ça peut être ordre financier, ça peut être beaucoup de choses, etc. Ils vont toujours chercher des revendications dans l'optique de l'amélioration des conditions des salariés. Alors, quand vous travaillez dans l'entreprise, ok, vous avez l'OQHSE, etc. et vous faites descendre des informations chez les salariés. Quand le salarié vous dit, bon monsieur, votre machine là, je trouve qu'elle n'est pas bonne, la voiture, on ne peut pas la conduire comme ça, il faut faire des révisions, etc. Et que à chaque fois ça remonte, vous n'écoutez pas, vous faites simplement redescendre les infos, ben en fait, vu qu'il n'y a pas une oreille pour écouter les salariés, c'est très important parce que les salariés ne peuvent pas se confier totalement au QHSE. Je vous disais qu'il est assez proche de la direction. Il n'y a pas une oreille pour écouter les salariés. Ben en fait, ici, toutes ces petites remontées d'informations qui ne seront pas faites vont aller chez
les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Et là, le DG sera acculé. Il y aura une mauvaise qualité de vie au travail, qualité de vie négative. Le salarié n'est plus motivé. Les salariés ne sont plus impliqués. Faites comme vous voulez, c'est votre entreprise. Parce que vous n'avez pas créé le CSST ici, c'est-à-dire malgré ces élus-là, à partir de 50 salariés, on recrée d'autres élus. Mais cette fois, qui vont travailler avec le DG. Je ne veux pas dire que ce sont les alliés du DG, mais ils sont du camp du chef d'entreprise. Pour avoir du poids, ils doivent, entre guillemets, être neutres. Le chef d'entreprise doit leur donner des moyens pour pouvoir combattre, on est dans l'idéologie, combattre les idées de ceux-là avec des actions positives, des améliorations, des résultats. Et c'est là où on a une balance importante dans l'entreprise. Au Gabon, il y a un manque crucial de CSST. 95%, et je tiens à ce chiffre, je n'ai pas besoin de vérifier, je le sais, des CSST échouent au Gabon dès même la mise en place, l'élection même. Parce que les élus qui viennent au CSST ne savent même pas pourquoi ils viennent être au CSST. Et du coup, on a le QHSE et le médecin du travail, autant pour moi, qui continuent à être des animateurs, qui animent. Parfois, on a même un service QHSE qui vient, tout le service qui vient au CSST, et les élus sont là. Voilà, on travaille, on est en réunion, on prend des jus. Non, le CSST n'est pas là pour informer les salariés sur ce qui se fait. Ils doivent être les acteurs. Je dis bien les acteurs, ce sont eux les animateurs du CSST. Le QHSE et le médecin du travail, les conseillers. Maintenant, comment faire pour que ces élus soient à la hauteur de leurs tâches? C'est là où nous, Bex Consulting, nous rentrons en compte. Et pour ce faire, nous avons, à partir de novembre, donc vous allez voir les dates ici, nous avons une promotion pour nos consultations CSST. On vous donne un plan de défense et l'élaboration du document unique clé en main, c'est-à-dire on va définir un programme de prévention des risques présents sur le lieu de travail, on va le mettre en application, ok? Ou bien si vous voulez, on va le définir et ce sera à vous, on va vous donner les clés pour le mettre en application. Vous allez le mettre en application et le réexaminer périodiquement sous notre surveillance. Mais c'est un mois dédié au CSST. On vous donne un plan d'action, un plan de défense CSST et un document unique clé en main. Et là, nous sommes à moins 60%. Normalement, on le fait à 1 250 000 et là, nous sommes à 500 000 pour l'entreprise. 500 000 francs, vous avez une consultation CSST, enfin, question-réponse. On parle de votre CSST, vos problèmes à vous. Et ensuite, on vous donne un plan de défense pour la suite. Comment faire un plan d'action pour la suite et on met en place le document unique. Ce n'est pas nous qui allons faire parce que notre objectif à nous, c'est de vous rendre le plus autonome possible dans votre démarche. On forme vos élus pour qu'ils soient capables d'animer le CSST et ensuite vous établissez le document unique. Et là, le document unique, vous l'établissez sous notre surveillance. On viendra constamment, vous établissez le document unique, vous vous imprégnez de votre document unique et mettez en application et vous le réexaminez périodiquement. Ce sont les élus qui réexaminent le document unique périodiquement avec, bien entendu, le concours des autres membres du CSST, le responsable de service sécurité et le médecin du travail. Mais en fait, la loi demande aux élus de faire des inspections trimestrielles au moins une fois par trimestre. Et c'est ça qui va vous permettre de réexaminer périodiquement votre document unique. Il y a également d'autres solutions que je ne peux pas vous donner maintenant, mais ne manquez pas le 17 octobre au 17 novembre, ce mois promotionnel. On choisit que 5 entreprises, 500 000 francs CFA par entreprise. On vous fait des consultations CSST, on vous donne le plan d'action pour le mandat. Après, on vous fait le document unique et vous allez, vous avancez. On vous donne tout, on vous tient la main. Et après, si vous voulez plus de conseils, contactez-nous. Mais sinon, là, vous allez déjà avoir plus de 60% pour la réussite de votre CSST. 500 000 francs CFA au lieu de 1 250 000 francs CFA. Merci de m'avoir suivi. C'était Steven Bécalé. J'étais employé, maintenant je suis employeur, ce qui me permet de bien comprendre, de bien allier les enjeux, les réclamations des salariés avec les enjeux des employeurs. Comment les employeurs raisonnent, comment les salariés raisonnent, je sais parfaitement. Je suis formateur CSST, CHSCT, CSE en France, c'est-à-dire je suis capable d'accompagner les CSE en France. Je connais
Je connais l'instance en France, je connais bien l'instance au Gabon. J'ai quasiment 4 formations mensuelles depuis 5 ans, 6 ans, constamment, tous les mois. 4 formations tous les mois minimum avec les salariés gabonais. Je connais secteur par secteur les problèmes qui sont liés aux salariés, aux chefs d'entreprise, etc. dans les entreprises gabonaises. On va vous donner un plan de défense adapté à vos réalités, adapté aux réalités gabonaises, parce que je vous disais que la question de la santé et sécurité au travail au Gabon, c'est d'abord comportemental. Il faut que le salarié adhère. Sinon, vous allez dépenser votre argent, il y aura toujours des accidents de travail, il y aura toujours des maladies professionnelles. Donc, il faut tout faire pour que le salarié soit impliqué. La question est d'abord comportementale. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis formateur certifié dans la base de données FortPrev de l'INRS France. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ne manquez pas du 17 octobre au 17 novembre et 60% de promotion dans notre accompagnement, dans nos consultations CSST et avec l'élaboration du document unique à 500 000 francs CFA. Merci, je vous souhaite bonne chance et je vous dis au revoir. C'était Steven Bekali.